en fait, nous sommes de Bikoda d'Azote et ce sont nos collègues qui sont venus de Baraka à Fizi. Nous sommes basés à Kinshasa. Personnellement, je m'appelle Madame Chukuru Meister. Dans le projet, je suis secrétaire administratif basée à Kinshasa. Nous sommes venus ici à Mampu pour juste un échange d'expérience et de nous expliquer ce que vous avez fait, parce qu'on a appris que vous avez un projet. Alors on voulait savoir plus sur ce que vous implémentez ici à Mampu, pour que nous aussi on ait quand même un peu d'idée par rapport à ce que vous faites ici. Merci beaucoup. Je disais, je suis David Mutabato-Kiza. Dans le cadre du projet, je suis expert local en charge de formation sur la gouvernance locale, organisation paysanne, coopérative et appui financier. Nous venons évidemment de Fizi et de Baraka. Nous sommes en train d'implémenter un projet de la conservation et de la biodiversité, gestion durable des terres, renforcement de la sécurité en eau du bassin du lac Tanganyika. Voilà, brièvement c'est ça, merci. Merci beaucoup. Moi c'est Biaombe Moké Narcisse. Je suis expert au sein du programme et c'est ce que nous sommes en train de faire. Expert local en charge de formation et structuration des communautés. Merci beaucoup. Moi, c'est Moutelesi Igalfred, agent du ministère de l'Environnement, expert à la direction de reboisement et horticulture, affecté ici, au centre agroforestier comme chef de centre. Les centres ici et de la direction de reboisement urbain et suburbain. De la division de reboisement à la direction de reboisement, horticulture et reboisement. Donc, c'est l'un des bureaux. C'est l'un des bureaux. Mais je sais que dans quelques détails, c'est le président qui va beaucoup parler. Donc, comme j'ai dit tantôt, ces centres ici et de la direction de reboisement et horticulture et de la division reboisement, du bureau reboisement suburbain et des reboisements urbains et suburbains. Donc, horticulture, donc direction de reboisement et horticulture. Il y a des... Donc la direction de reboisement et horticulture. De la division maintenant de reboisement. Parce que nous avons des divisions de horticulture et reboisement. Donc reboisement et horticulture. Mais maintenant ce bureau ici se trouve au bureau reboisement urbain et suburbain. À Kinshasa toujours, dans la commune Maloko. Donc ça c'est une partie administrative. Mais pour une brève historique, et là j'ai cédé la parole à l'ami qui a longtemps diré ici, qui gère la communauté, qui est dans l'implantation jusqu'à maintenant. Et il va vous dire quand est-ce que le ministère a pris relève et c'est ça ici. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et je vais parler de Mampu. À Mampu, il y a des grands secteurs. Le premier secteur, c'est les centres où nous sommes. En dehors de ces centres, il y a des fermiers installés dans la concession du ministère de l'Environnement qui a une superficie de 8000 hectares boisés, divisés en parcelles de 25, plus ou moins 25 hectares, distribués à chaque famille qui l'exploite d'une manière durable. Donc il y a 308 fermiers installés dans la plantation. Donc si vous faites des calculs, vous remarquerez que ce n'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire qu'il y a 308 fermiers. En dehors de ces parcelles, il y a aussi des parcelles des eucalyptus.
réservé pour le ministère de l'Environnement. Donc, il faut commencer dans l'historique. Mampou est installé au fond du ministère et au fond de l'Union européenne. Initiation du ministère de l'Environnement. C'est le ministère de l'Environnement de l'époque a pu réfléchir comment est-ce qu'il faut ravitailler les centres-villes en charbon de bois et en bois de chauffage, et puis en produits vivriers. Et c'est là, vu les taux démographiques de la ville, c'est ce qui a poussé le ministère de trouver un terrain de 100 000 hectares dans cette contrée. À titre d'essai, ils ont commencé avec 8 000 hectares. 8 000 hectares, et le ministère et le gouvernement plutôt cherchaient qui peut financer ces projets. Alors, l'Union européenne s'est présentée, mais qui va maintenant exécuter? Ils ont trouvé une société hollandaise appelée HVA qui était mieux placée pour l'exécution de ces projets. Ils ont reçu les financements pour 6 000 hectares à réaliser dans 4 ans. Ils arrivent à la deuxième année, ils réalisent déjà 5 000 hectares. Donc ils ont sollicité un avenant auprès de l'Union européenne. On leur a ajouté des 1000 hectares, ce qui fera 8 000 hectares. En 1987. En 1987, arrivé en 1991, nous avons connu des moments de triste mémoire, des moments de pillage, et c'est ce qui a fait que les Blancs quittent les milliers. Lorsque les Blancs sont partis, il y avait des difficultés pour protéger cette parcelle, cette concession plutôt, de 8 000 hectares. Il y avait un Blanc qui était en face à la fondation Seydel, là où se trouve Kadim. Donc, ces messieurs-là a vu que c'était un grand investissement, on ne pouvait pas les perdre. Il a apporté ses moyens pour comment est-ce qu'il faut les protéger. Alors, il a tenu, mais ça n'a pas pu. Alors, il est allé voir encore l'Union européenne. Et l'Union européenne accorde encore quelques moyens pour la protection de cette concession. Ça ne tenait pas toujours. Et le monsieur est allé rencontrer le ministère de l'Environnement. Nous devons protéger ces sites, mais moi je pense qu'il faut installer des Congolais qui peuvent exploiter, entre-temps protéger cette communauté et cette concession. C'est ce qui a fait que les fermiers sont installés à Mampou. Donc les fermiers sont installés en promotion. La première promotion, c'était en 1994. Il y a eu les 20 premiers fermiers installés agroforestiers qui exploitent d'une manière durable. Et ils exploitent, ils produisent la braise, le manioc, le maïs. Et dans les cas de diversification des ressources, nous avons le miel. Nous produisons le miel, nous arrivons à atteindre jusqu'à 10 tonnes à l'an. 10 tonnes de miel à l'an. Alors, c'est comme ça les fermiers sont installés en promotion, et la première promotion, deuxième, jusqu'à la 7e promotion. Donc, c'est ce qui totalise les 308 fermiers qui exploitent la forêt de Mampou. Et après, les fermiers sont installés, ils ont évolué et arrivé à un certain temps, et nous avons connu beaucoup de difficultés. Alors, entre autres, les événements mondiaux, entre-temps, et ces conflits qui viennent de nous terrasser, et nous avons beaucoup perdu. Même en termes de concessions, le bois, tout ça, nous avons perdu assez. Avec le temps, nous voyons comment, avec les centres est arrivé à peine. C'est pourquoi, vous le voyez, pendant tout ce temps, on était seuls, on s'est démené, mais maintenant, on s'organise comment est-ce que nous devons reprendre les activités. Donc, nous reprenons les activités à peine. Vous trouverez, il y a des bâtiments qui ont été construits bien avant, et on les garde jusque-là, à l'état où vous les trouvez. Mais nous cherchons toujours à évoluer, à aller de l'avant. Et ce qui manque, comment est-ce que nous devons
ramener ou voir comment il faut évoluer dans les futurs. Mais c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui à Mampo. Merci beaucoup pour la présentation du centre agroforestier de Mampo. Je voudrais premièrement savoir comment le centre de Mampo est aménagé. Merci pour la question. Nous ne parlons pas des centres, nous parlons du site. Parce que les sites, il y a les centres et il y a aussi les fermes. Donc, les sites, c'est là où nous parlons de 8000 hectares. Les centres, c'est juste c'est les 4 parcelles, c'est les 100 hectares. On a installé les centres dans une portion de 100 hectares. Donc 4 parcelles de 25 hectares, 25 hectares. C'est là où on a construit les centres. Les centres a été construit, il y avait, je vous regardez à côté, il y a 3 maisons, ce sont des villas, là où habitaient les Blancs. Il y avait même une piscine derrière, parce que les Blancs étaient sur place. Et de l'autre côté, il y a la première maison, c'est les guest house, qui étaient là pour recevoir les visiteurs, tout ça. Et après les guest house, il y a 7 maisons où habitaient les cadres du projet. Et après les cadres, il y a 30 maisons. 30 maisons là où on a installé les agents de maîtrise. Et après, il y a 122 portes là où on a installé les ouvriers. Là, c'était avant, pendant que l'HVA exécutait encore le projet. Et après, décision du ministère de l'Environnement, ensemble avec la Fondation CEDEL, on a installé les fermiers. Les fermiers n'habitent pas les centres. Les fermiers sont installés dans l'aire ferme. Donc, dans chaque concession de 25 hectares, nous avons une maison de 2 chambres, petit salon, avec une citerne pour le captage d'eau des pluies. C'est là où sont installés les fermiers. Oui. Sur chaque site, il y a un fermier. Oui, vous avez raison. Sur chaque parcelle de 25 hectares, nous avons un fermier. Mais nous avons fait de la manière qu'on se retrouve 4 fermiers dans un coin pour faciliter les échanges. Parce que l'homme ne peut pas vivre seul dans un coin. Nous avons créé des camps, nous appelons ça des camps. C'est-à-dire qu'il y a 4 fermiers dans chaque coin. Ils sont 4 pour faciliter les échanges, les discussions et de certaines contributions pour la communauté. Alors, la distance entre 2 camps, c'est 1 km. Donc, à chaque kilomètre, dans la concession de 8000 hectares, vous trouverez un camp de 4 maisons. Les 4 maisons plus 4 citernes de captage d'eau de pluie. Les 4 maisons, c'est comme si ça se retrouve dans un même site de 25 hectares. Non, non. C'est-à-dire, les parcelles de 25 hectares sont séparées en parfaits. Nous avons des parfaits, c'est ce qu'il a fait là. Donc, ça, c'est une parcelle de 25 hectares, ça, c'est 25 hectares, 25 hectares, séparés par des parfaits. Donc, celui-ci, la concession de 25 hectares, il a une maison quelque part là. Donc, au coin, vraiment. Au coin, donc, il y a 4 maisons. Voilà. Là. Sinon, on pouvait faire un tour, voir réellement ces terrains. On peut faire. Il y a un camp qui est proche. On va faire. Oui, il y a la cartographie. Comment on a placé tout ça? Oui, il y a la cartographie, mais présentement, il n'y en a pas. Ça, peut-être on peut vous l'envoyer. On peut vous l'envoyer. Mais parce que c'est là où on a tracé la concession de 8000 hectares, chaque parcelle de 25 séparée par des parfaits. La plantation a été installée dans le sens vertical comme ça. Ce sont des blocs. Nous avons les premiers blocs jusqu'au 20e bloc. Mais dans ce sens-ci, elles sont installées selon l'ordre alphabétique. L'HVA avait commencé pour 6000 hectares. Ils ont commencé dans la ligne A jusqu'à la ligne M. Lorsqu'ils ont fait un avenant, ils ont préféré, au lieu de passer de ce côté, il y a déjà des ravins. On ne pouvait pas planter dans les ravins. C'est comme ça qu'ils ont allé encore plus loin. On arrive à lettre M, O, on recommence encore avec P. Donc le P se retrouve maintenant après la ligne A. Nous avons la ligne P qui n'existe pas.
donc PRST. Maintenant, le T est venu rencontrer la ligne A. Alors, la ligne I après T se retrouve encore en bas après O. Voilà. C'est comme ça. Donc je disais, les blocs commencent de A1 jusqu'à A20. S'il y a B, de B1 jusqu'à B20. Ainsi de suite. Jusqu'à la lettre M. M là c'était pour 6000 hectares. Et après il y a encore un avenant qu'on a joué pour atteindre les 8000 hectares. Donc nous sommes allés maintenant au-dessus de A. Là on commence P. Mais vous aurez la carte. Vous aurez la carte. Il y en a, on va chercher. Oui. Si on comprend, c'est-à-dire des A1 jusqu'à M20, c'est 6000 hectares. 6000 hectares. Revenir un peu en arrière, il y a quelque part où vous avez dit, il y a des fermiers. Et parmi ces fermiers, vous avez cité à titre exemplaire les apiculteurs. Et vous produisez environ 10 000 tonnes. Non, 10 tonnes, pas 10 000, c'est 10 tonnes. 10 tonnes de miel. 10 tonnes de miel. Jusqu'à présent. Oui. Bien que la production a baissé, mais il y a quand même le miel. On peut voir. Les installations, tout ça. Oui, les installations, tout a été détruit, mais on va vous montrer quand même. Oui, on va montrer ce qui est resté. Oui, alors je voudrais demander, est-ce qu'à part les apiculteurs, il n'y a pas d'autres filières qui se développent ici, dans les sites, dans les centres, je comprends, il y a plusieurs sites, dans les centres, il n'y a pas d'autres filières qui se développent. Non, à part la filière des charbons de bois, là on a les macas. Il y a aussi une filière là. Il y avait aussi une filière des manioc. Parce qu'on faisait les micro-concepts sur place ici. Les installations sont là. Et je pense que c'est ça. Peut-être à l'avenir, on discute avec le ministère de l'Environnement comment il faut insérer l'élevage de chenilles. C'est-à-dire, on peut dire qu'il y a 3 filières. 3 filières. C'est toujours oui. Là, c'est si. Merci. Je sais que vous êtes un expert du côté communautaire. C'est pourquoi vous vous attachez plus. Mais vous avez raison. La communauté. Vous savez, quand l'HVA est venu pour réaliser cette plantation, il n'y avait personne ici. C'était seulement la savane. Et après la plantation, parce que l'idée était, après la plantation, dans les premiers projets avec l'HVA, l'HVA devait encore retourner pour le deuxième projet pour l'exploitation de cette forêt. Alors, pendant que nous avons connu des moments de triste mémoire, des pillages, tout ça, les Blancs sont partis, l'HVA ne pouvait plus exécuter son projet, son deuxième projet. C'est là où M. Nico, donc le représentant de la Fondation CEDEL, est arrivé. Il a essayé de protéger cette forêt avec ses propres moyens, ça n'a pas tenu. Mais c'est Nico Den Hollander. C'est lui qui a initié cette activité en discutant avec le ministère de l'Environnement. Au lieu de laisser toutes ces parcelles vides comme ça, il y a risque qu'on les perde un jour. Si on pouvait installer des Congolais, ils vont exploiter, entre-temps, protéger encore ce site-là. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Quand nous sommes venus, en tout cas, nous avons suivi beaucoup de formations en ce qui concerne l'agroforesterie. Il nous disait toujours, l'agroforesterie est une école du savoir. Moi, je vous montre ce que je peux vous montrer. Le reste, vous allez les remarquer sur place. Et c'est comme ça que les fermiers de Mampou, avec toutes ces années, ils ont une certaine expérience, une certaine expertise. Ils peuvent vraiment, ce sont des chevronnés. Donc ils ont une certaine maîtrise sur l'agroforesterie et c'est comme ça qu'ils arrivent à évoluer sur le terrain et avec toute la résilience. Donc voilà, c'est un peu ça. Parce que nous sommes au plateau de Batéké, c'est là où les Téké vivaient. Mais quand nous sommes venus, les Téké ne s'intéressaient pas de cette activité. C'est pourquoi à Mampou, vous trouverez peu de Téké dans la concession. Ils sont, mais ils sont peu.
Tandis que nous sommes dans leur territoire, ils devaient se retrouver beaucoup plus. Mais ils sont moins parce qu'ils ne s'intéressaient pas à cette activité par rapport à Ancho, parce qu'il y a une activité similaire. Ancho, oui. Ancho, c'est une émanation de Mampoua. Donc, il y a une extension de Mampoua. Mais là, il y a plus de tickets par rapport au centre pilote. Et ici, de ces 300 fermiers, ceux qui sont dans l'agriculture peuvent être à combien? Ceux qui sont dans le bois, le charbon de bois et... Dans le charbon de bois, c'est tout le monde qui pratique. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ouais, parce que c'est les passages obligés. Avant de faire les champs, vous devez déboiser et puis préparer les terrains pour la culture, la mise en culture. De 300 personnes. Oui. Et de ces 300 personnes, combien font l'agriculture? 148 ou 168 comme ça. C'est à peu près 50%. C'est pas tout le monde qui pratique là. Plus ou moins 50%. 50%. Et ceux qui font l'agriculture de manioc, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Je voudrais aussi poser 3 ou 4 questions. Oui. Vous êtes organisé comment ici au site de Mampoua? Merci beaucoup. Je pense que vous avez dit en amont que les centres appartiennent au ministère de l'Environnement. En tête, il y a le ministère de l'Environnement qui est représenté par les chefs de centre présents ici. En dehors du ministère de l'Environnement, les fermiers, les 308, sont regroupés autour d'une association mère que nous appelons IFAM, Union des fermiers agroforestiers de Mampoua. L'IFAM a double casquette. L'IFAM est le représentant de la communauté tout entière. Mais de l'autre côté, comme INASBEL, il a aussi ses membres effectifs, représenter la communauté de Mampoua. Parce que les partenaires du ministère de l'Environnement. Comment cette communauté est structurée? L'IFAM est organisé par un comité directeur qui est composé d'un président, de 6 membres, les présidents et vice-présidents, les secrétaires et 3 conseillers, dont l'un est chargé des finances. L'autre organe de l'IFAM, il y a l'Assemblée générale, et puis le comité directeur. Comme je vous avais dit, le site de Mampoua appartient au ministère de l'Environnement. Et à l'époque, le ministère de l'Environnement est à la frontière. C'est là où nous avons eu beaucoup plus de facilités. Et tous ces fermiers sont installés, ont leurs titres amphithéoses. Parce que les ministères, restent les propriétaires de la forêt. Mais les ministères n'avaient pas de moyens pour installer les fermiers. Il y a eu un projet financé par l'Union européenne qui a fait que les fermiers soient installés. À la fin de ces projets, donc le projet pensait comment il faut laisser ces fermiers en sécurité. C'est là où les démarches ont commencé. Puisque le ministère jouait les 2 rôles, les 2 ministères, c'est ce qui a facilité aux représentants du projet de faire toutes ces démarches-là. Et c'est comme ça qu'il a laissé les fermiers en sécurité en leur octroyant ces documents des amphithéoses. Voilà. La procédure pour avoir ces titres-là, c'est comment? C'est une longue démarche. Jusque là aussi, les titres en question sont encore gardés au ministère de l'Environnement. Bien que c'est au nom du fermier, mais le ministère garde ça. Je voudrais poser une autre question, avoir beaucoup de précisions sur le peuple autochtone. Puisque les gens qui créent un peu des prestations, toujours, oui. Je voudrais savoir comment ils avaient géré ce peuple autochtone. Quelle a été la formation, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce peuple autochtone pour qu'ils accèdent, qu'ils puissent s'aider dans leur activité. Je disais, le ministère de l'Environnement avait 100 000 hectares qu'il a achetés et il a donné ses droits auprès des chefs coutumiers. Alors, à titre d'essai, dans le cadre de la forestation, donc nous avons commencé avec 8 000 hectares. Oui, donc je disais tantôt
c'était, il y a un centre qui était né d'abord dans les années 77. Les centres là, juste étaient avec objectif de créer une forêt artificielle. C'était les Belges d'abord qui étaient venus premièrement. Vers les années 77 là. Ils avaient créé une forêt là, artificielle, juste pour pallier à l'horizon 2000. À l'horizon 2000, parce qu'il y avait la déforestation dans les Mayombe, partout là, il y avait une déforestation. C'est pourquoi il faut créer des forêts. Des forêts artificielles. Des forêts artificielles pour pallier à cette déforestation là. Donc ces centres-là, il y avait un chef de projet là à l'époque. C'est lui qui gérait les patrimoines, les 100 000 hectares. Les 100 000 hectares du ministère de l'Environnement. Et ensuite, ce vieux centre-là constitue aussi un centre de recherche. Parce que c'est là où on a essayé presque beaucoup d'espèces forestières et on cherchait s'il faut étendre encore la forêt, quelle est l'espèce qui convient, qui est adapté au sol, qui ne va pas poser beaucoup de problèmes sur le terrain. Et c'est là où les recherches se sont passées. C'est au niveau de ce centre-là. Lorsque l'Union européenne s'est présentée pour financer le projet, les résultats étaient déjà là. Il y avait une espèce qui a répondu aux critères. C'était Cassia auriciliformis. C'est cette espèce qui a répondu aux critères et c'est ce que nous utilisons jusqu'à présent dans nos forêts artificielles. Donc ce sont des espèces à production de braises, à croissance rapide, à couverture totale du sol. Donc suite à cet essai-là, l'Union européenne était influencée. A réussi. Il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour nous. Là, c'est à l'époque, l'Europe des 12. Les 12, oui. Vraiment, j'ai beaucoup de questions. Hein. Oui, pas de problème. C'est très capital. L'inclusion et la participation active des femmes dans ces projets. Comment les femmes participer activement. Deuxième question, ça concorde avec les femmes. Là où il y a l'implémentation des projets, il y a aussi quelques bavures qui peuvent se produire dans le cadre des violences basées sur les genres, donc aussi dans le cadre de harcèlement, bisexuel, tout ça. Et comment ces gens parvenaient à gérer cette situation-là? Merci, je pense que la participation des femmes, c'était vraiment effective parce que les fermes sont accordées aux familles. Parce qu'il y a des fois, on parle des familles. Hein. Quand on parle de famille, quand on parle de parents, on sous-entend d'un père, d'une mère et des enfants. C'est-à-dire les femmes participent déjà aux activités. Mais il y a des activités que nous avons laissées aux femmes. Hein, par exemple, les champs, faire les maniocs, tout ça. Mais la carbonisation n'est pas donnée aux femmes. Il y a aussi des femmes qui se sont adaptées à l'apiculture. Oui, il y a beaucoup de femmes qui se sont adaptées à l'apiculture. Et c'est ce qui fait leur fierté, je pense. Donc, c'est un peu ça. Mais, depuis que nous sommes ici, avec le projet, il n'y a pas eu vraiment assez de cas de violences basées sur les genres. C'est après un certain temps qu'on a remarqué avec l'arrivée de nos amis et des militaires ainsi que des Mobondo, c'est là où nous avons constaté beaucoup plus de cas basés sur le genre, des violences, etc. Mais maintenant, ensemble avec les projets Caritas, nous avons installé des comités de protection communautaire, que nous appelons CPC. Commission de protection communautaire. Comité. Et il y a aussi 6 membres, il y a un superviseur adjoint, un secrétaire et 3 conseillers. Il y a des risques liés à l'environnement et il y a aussi des risques liés à l'agriculture. Il y a aussi des risques socio-économiques, tout ça. Il y en a beaucoup. Par rapport à l'environnement? À l'environnement,
Nous sommes dans une forêt artificielle. Notre premier ennemi, c'est les fées. C'est à tout moment, nous devons veiller contre les fées. Parce que lorsqu'il y a un incendie, on risque de tout perdre. L'incendie peut se déclarer le matin, le soir, vous perdez 4000 hectares. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes obligés de veiller sur ça. Et comment vous faites pour veiller? Des sensibilisations, parce qu'actuellement, avec les projets, quand il y avait des moyens, on circulait à tout moment. On a installé même des tours de guettes dans les coins. Il y a tours de guettes, c'est-à-dire sous forme des escaliers là, tours de guettes. Les gens veulent voir de loin, est-ce qu'il y a des faits quelque part qui se déclarent, ils appellent directement les centres, on déploie les moyens, les tracteurs, véhicules anti-incendie, tout ça, pour éteindre les feux. Mais il n'y a plus de moyens, nous faisons ça difficilement avec des moyens impossibles que vous n'avez pas l'idée. Nous faisons ça manuellement. Lorsque les faits se déclarent, on est obligé de tout abandonner et aller éteindre ces faits-là. Manuellement. C'est le grand risque. Donc, en faute tenir. Nous sommes venus en faute tenir. Oui. Puis là, quand c'est les alentours, il y a des fois, nous organisons de les faire le soir, avant que la saison se soit déclarée. Donc, les feux préventifs, on les fait le soir. Un petit feu là, dirigé pour dégager juste quelques mètres. Et lorsque le feu peut se déclarer de loin, mais arrive à ces lieux là, il peut s'éteindre de lui-même. Voilà. Oui, nous faisons souvent des c'est comme si vous ouvrez des couloirs où... Oui, on appelle ça des coufflets. La contention, c'est exact, c'est ça. Au départ, quand nous sommes arrivés, il y avait 7 sources qui alimentaient ces ruisseaux-là. Mais nous en avons perdu 6. Il ne reste que... Donc les 6 autres ont tari et nos amis ici de Kinzono, les autochtones, il y a une galerie forestière qui protégeait ces ruisseaux-là. Mais ils sont venus pour vendre ces galeries. Donc ils ont tout abattu, la source est restée nue. Donc vous voyez, il y a risque. Il y a risque. Et accès difficile. Oui. Vous avez remarqué quand même. Vous avez remarqué. Donc de notre côté, nous sommes organisés de puiser de l'eau à partir de ces ruisseaux. On les fait monter jusqu'ici au centre. Parce qu'il y avait un groupe électrogène, il y avait une motopompe, tout ça. Mais il n'y en a plus. Et les puits là qui stockaient de l'eau présentent aussi beaucoup de risques. Nous avons des femmes, surtout des femmes des militaires, qui vont faire la lessive juste au-dessus de ces puits. Et vous voyez, c'est les mêmes eaux que les gens vont boire. Donc, ce sont des sites à haut risque. Comment vous conservez de l'eau? Le père a installé un petit forage ici. Nous avons l'église catholique. Ici? Oui. L'église catholique. Il y a un prêtre qui est... Il y a le père Kiré qui est là. Ce sont des Esma. Ah, Esma. C'est le père Emmanuel? Non, le père Patrick. Esma. C'est Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oui, passé. Ils allaient souvent dans une parcelle à Bolingo. Nous avons un village à Bolingo, à 10 km ici. Alors, je voulais savoir, ces fermiers ici, comment ils sont aussi structurés? Est-ce qu'il n'y a pas un organe qui gère ces fermiers ici, où ils sont libres, chacun est libre? Cette association est l'IFAM. Mais l'IFAM n'interdit pas aux fermiers de créer des filières ou des groupes d'intérêt. Et ils sont libres de créer des groupes d'intérêt, mais tout en dépendant de l'IFAM. Donc, par exemple, ceux qui font le miel, ils ont un autre regroupement. Là, ce n'est pas l'IFAM, maintenant c'est les RAMA.
C'est le Rama, regroupement des apiculteurs de Mampo. C'est le manioc qui était de cassava. Ils appellent ça cassava. C'était Cassava.